top 5 des armes rares de la Seconde Guerre mondiale. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'armes n'ont été développées et produites que pendant la Seconde Guerre mondiale. La production massive de chars, d'artillerie et surtout d'armes d'infanterie a atteint des millions d'unités. Certaines de ces armes sont devenues des références dans l'histoire de l'armement. Les soldats ont combattu sur le champ de bataille armés de MP40, de Thompson, d'OM1 Garand, de Sten et d'autres armes d'infanterie légendaires. D'un autre côté, il y avait aussi des armes qui, pour diverses raisons, ont été produites à une bien plus petite échelle. Parfois en si petit nombre qu'elles étaient considérées comme une rareté, inconnue du grand public. Voici une liste des 5 armes à feu les plus rares de la Seconde Guerre mondiale dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Type 100. Le Type 100 n'était pas seulement la mitraillette japonaise la plus rare, c'était la seule qu'ils aient jamais produite en quantité significative. Assez curieusement, malgré le fait que les mitraillettes étaient parfaites pour la guerre dans la jungle dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est, les Japonais n'ont ressenti aucun besoin explicite d'introduire ce type d'arme dans le service régulier. Les forces impériales japonaises n'ont commencé à développer des mitraillettes qu'en 1934, bien plus tard que toutes les autres grandes puissances. Leurs 2 premiers prototypes, les modèles expérimentaux 1 et 2, n'ont pas réussi à répondre aux normes militaires. Mais en 1940, le modèle expérimental 3 a été accepté par les responsables militaires japonais, et il est entré en production de masse en 1942, sous le nom de mitraillette Type 100. Il existait 2 modèles de base du Type 100. Le premier modèle, le Type 140, était une arme encombrante qui tirait une cartouche de pistolet Nambu, de 8 mm sous-alimentée à une cadence faible de 450 coups par minute. Loin d'être efficace et enclin à s'enrayer, le Type 100 présentait plusieurs caractéristiques étranges, comme une hausse tangentielle, un tenon de baïonnette, et même un bipied sur certaines versions. Le canon chromé était l'une de ses meilleures caractéristiques. Il existait également une variante du Type 140 conçue pour les parachutistes, qui comprenait une crosse repliable. Le deuxième modèle était le Type 144, qui est apparu en 1944, lorsque les Japonais ont décidé de simplifier et d'accélérer le processus de production. Le Type 144 était un modèle beaucoup plus rudimentaire, mais plus fiable. Il était dépourvu de détails superflus et avait une cadence de tir nettement supérieure, à 800 coups par minute. Si l'on compte les 2 modèles du Type 100, seulement 25 000 de ces pistolets mitrailleurs ont été produits au total. UD-M42. Fait remarquable, l'un des pistolets mitrailleurs américains les moins connus était aussi l'un des meilleurs. Le UD-M42 était un pistolet mitrailleur conçu par la société High Standard Manufacturing pour un usage commercial. Lorsque la guerre a commencé, il a attiré l'attention de la United Defense Supply Corporation. Cette organisation était en étroite relation avec les services secrets américains et avait l'intention d'utiliser cette arme pour des activités clandestines à l'étranger. La UDSC a pris le contrôle du projet et a confié la production à la société Marlin, qui a commencé le travail en 1942. La caractéristique la plus intéressante de l'UD-M42 était qu'elle avait été chambrée pour des cartouches 9 mm Parabellum. Ce calibre était inhabituel pour le marché des États-Unis, mais était assez courant en Europe, car l'intention américaine était d'utiliser l'arme pour des opérations de résistance en Europe occupée par les nazis. Même l'apparence générale de l'arme donnait l'impression qu'elle avait été conçue pour la guerre non conventionnelle, car elle ne possédait aucune caractéristique superflue. En même temps, c'était une arme de haute qualité, fabriquée avec des pièces bien usinées, et ayant une cadence de tir de 700 coups par minute. C'était une arme fiable et très précise, facile à utiliser et à entretenir, même dans des conditions difficiles. Une caractéristique curieuse était le double chargeur de 25 coups, qui permettait des rechargements rapides, un autre avantage pour les résistants qui l'utilisaient. Que ce soit à cause des exigences spécifiques ou du processus de production exigeant et coûteux, il n'a pas été produit plus de 15 000 UD-M42. En raison du fait que ces armes étaient utilisées par la résistance clandestine, il existe aujourd'hui très peu de traces de leur utilisation. Les rares documents retrouvés attestent de leur utilisation dans la région méditerranéenne. FG-42. Parmi les armes emblématiques de l'arsenal allemand, produites à des centaines de milliers d'exemplaires, il y en avait aussi d'une qualité équivalente fabriquée à une échelle bien plus réduite. L'une de ces armes était le Fallschirmjägergewehr 42, ou fusil de parachutiste 42.
Une arme qui a été fabriquée sur l'insistance de Hermann Göring, car il voulait que ces parachutistes de la Luftwaffe disposent d'un meilleur fusil que leurs homologues de l'armée. L'arme était un mélange entre un fusil d'assaut et une mitrailleuse légère. Elle était prévue pour être utilisée comme fusil d'assaut, mais était chambrée pour la puissante cartouche standard de 7,92 mm. Le FG-42 avait également une poignée pistolet inclinée, une grande crosse et un bipied, des caractéristiques plus proches du concept de mitrailleuse légère. Même ainsi, les parachutistes allemands l'utilisaient strictement comme fusil d'assaut, et non comme arme de soutien, car il était plus léger que le fusil semi-automatique standard de l'armée, le G-41. Le FG-42 était considéré comme une conception révolutionnaire, qui allait finalement influencer les armes futures, comme la construction en tôle et en plastique de la mitrailleuse américaine M60. Le FG-42 était une arme à fonctionnement par gaz, capable de tirer en coup par coup ou en rafale automatique. Comme beaucoup d'autres armes allemandes, le FG-42 était une arme de qualité, fiable et facile à manier. Son seul inconvénient était le chargeur placé sur le côté gauche de l'arme. Cette position rendait l'arme déséquilibrée lors des rafales. Même si le FG-42 était une arme de haute qualité, il a été produit en très petite quantité. Que ce soit à cause des coûts de production élevés, ou parce que l'industrie allemande a donné la priorité à l'armement de ses unités régulières, la production du FG-42 a été arrêtée, après que seulement 7000 exemplaires aient été fabriqués. Bien qu'il soit une véritable rareté dans l'immense arsenal allemand, ce fusil automatique a acquis un statut légendaire en tant que l'une des meilleures armes de la guerre. Le fait d'arme le plus notable de son utilisation fut lors du célèbre raid du Gran Sasso, la mission aéroportée de sauvetage de Benito Mussolini. MAS 38. Le FG-42 a peut-être été l'arme qui a sauvé la vie de Mussolini, mais c'est la mitraillette française MAS 38 qui aurait mis fin à ses jours. L'un des partisans italiens ayant participé à l'exécution du dictateur était armé du MAS 38, une mitraillette relativement méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Le MAS 38 était le projet de la célèbre entreprise française de fabrication d'armes de Saint-Étienne. Le programme de développement a duré plusieurs années jusqu'à sa finalisation en 1938 avec un design en avance sur son temps. Malheureusement pour l'entreprise, le client qui l'avait commandé, l'armée française, a décidé de ne pas acheter l'arme. Cependant, une fois la guerre commencée, les Français ont pressé l'usine de produire le canon en aussi grande quantité que possible, mais il était déjà trop tard. Le MAS 38 était une arme de qualité, fabriquée à partir de pièces usinées dans du métal massif, ce qui la rendait très résistante, mais aussi très coûteuse. Elle nécessitait également de nombreuses heures de production, bien trop pour permettre la fabrication d'un grand nombre de canons en peu de temps. Ce qui distinguait le MAS 38 des autres modèles de l'époque, c'est qu'il était dépourvu de toute caractéristique superflue. Il n'y avait ni bipied, ni fixation pour baïonnette, ni frein de bouche, ni aucune autre caractéristique que possédait la majorité des pistolets à mitrailleurs. Le MAS 38 était une arme compacte, avec un ressort de recul logé à l'intérieur d'une crosse en bois. Elle était compacte et très facile à manier. Le seul véritable problème était qu'elle utilisait la fameuse cartouche de 7,65 mm longue, qui était une munition de pistolet utilisée exclusivement en France. En raison du démarrage tardif de la production, moins de 2000 pistolets mitrailleurs MAS 38 furent produits au début de la guerre. En 1940, l'armée allemande a capturé l'usine MAS et a poursuivi la production de l'arme, mais son utilisation est restée limitée à la France, en raison de son calibre unique. Les armes furent principalement distribuées aux unités de police et aux garnisons allemandes pendant l'occupation de la France. Certaines ont effectivement trouvé leur chemin vers des pays voisins, comme l'Italie, mais en général, la MAS 38 était une véritable rareté pendant la guerre. Carabine de Lille. Comparée aux armes produites à des centaines de milliers d'exemplaires pendant la guerre, celles fabriquées à seulement quelques milliers d'unités étaient considérées comme une rareté. Pourtant, il existait des armes de service qui étaient produites à une échelle encore plus réduite, à environ une centaine d'exemplaires. C'était le cas de la carabine britannique de Lisle. La carabine de Lille n'a pas vu le jour dans un bureau de projet, mais chez un ingénieur et passionné d'armes à feu, William Godfrey de Lille. Il avait fabriqué sa première carabine silencieuse en calibre .22 pour la chasse au petit gibier. Au début de 1943, la nouvelle de cette carabine innovante parvint au quartier général des opérations combinées du ministère britannique de la guerre. Le major Sir Malcolm Campbell invita de Lisle à apporter la carabine dans son bureau, où il fit connaissance avec sa caractéristique la plus impressionnante, son fonctionnement quasi silencieux. Ce fut le début d'une coopération qui aboutit au premier prototype.
La carabine de Lisle de calibre .45 ACP a passé ses tests avec les meilleures notes. Elle ne produisait aucun flash à la bouche et était complètement silencieuse à une distance de 50 yards, soit 46 mètres. Le Major Campbell était ravi et en commanda d'autres. De Lisle fut ensuite transféré à l'usine Ford de Dagenham à Londres, qui avait été engagée pour la production. La première phase s'est terminée avec seulement 17 carabines fabriquées à la main, construites en utilisant des pièces provenant d'autres armes. La base était une crosse de fusil Lee Enfield Mark III raccourci avec un mécanisme de verrouillage. Le verrou et la culasse ont été modifiés pour des cartouches de .45 et étaient équipés d'un canon modifié de mitraillette Thompson, tandis que le chargeur provenait d'un pistolet Colt M 1911. La caractéristique la plus unique était son silencieux intégré de 15 pouces de long, une invention propre à de Lisle. Le premier lot de 17 carabines a été immédiatement déployé auprès des unités de commando. L'arme a été officiellement adoptée en service en 1944, après une série de tests comparatifs avec des Sten équipés de silencieux. Le contrat a été attribué à la société Sterling Armaments pour produire 500 carabines, mais à la fin de la guerre, ils n'ont réussi à en fabriquer que 130. La version Sterling différait de l'original sur plusieurs points, dont les plus notables étaient l'ajout d'une poignée pistolet et d'une crosse repliable. Les carabines de Lisle étaient réutilisées exclusivement par les unités de commando britanniques, bien que quelques-unes soient tombées entre les mains d'agents du Special Operations Executive. En raison de la nature de leur opération, il existe très peu de documents sur les endroits où ces carabines ont été utilisées. Bien qu'écartées du cours principal des événements, ces armes rares de la Seconde Guerre mondiale ont néanmoins trouvé leur place dans l'histoire des armes légères. Ce n'est qu'un ensemble de circonstances, plutôt que leur qualité, qui a fait qu'elles n'ont jamais été produites en masse à grande échelle. Entre les mains des soldats sur tous les théâtres de guerre, ces armes étaient aussi mortelles que d'autres armes produites à une bien plus grande échelle.